Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Alors aujourd'hui une émission un peu particulière, une émission qu'on vous avait déjà préparée, qui était déjà dans les cartons depuis très longtemps et qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une émission où on parle du homeschooling, on parle de l'école à la maison. L'école à la maison, c'est-à-dire que vous savez très bien que la loi impose la scolarisation obligatoire à tous les enfants de jusqu'à 16 ans. Sauf que c'est pas l'école obligatoire comme tout le monde le dit, c'est la scolarisation obligatoire. C'est-à-dire que les enfants doivent faire un certain nombre d'apprentissages, doivent atteindre un certain niveau, mais rien n'empêche que cette école puisse être faite par les parents à la maison ou avec des tuteurs ou des tutrices. Voilà. Et on n'est pas obligé d'aller à l'école, on peut aller dans des écoles alternatives, on vous en a déjà présenté une l'année dernière. Et donc du coup, on va vous parler de ça, en vous diffusant les interviews de deux familles, d'un homme et ses enfants qui ont prévu de faire le homeschooling, et dans un deuxième temps, de parents et d'enfants qui ont vécu l'expérience de homeschooling et qui reviennent à l'école. Voilà. Donc je vous diffuse notre première interview et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Pour donner de la voix, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe de la chaîne YouTube Investir au pays, et nous allons parler de l'école à la maison, plus connue sous le nom de homeschooling, le nom anglais du coup. Et donc nous sommes en interview extérieure et donc ce sera une émission enregistrée. Bonjour Philippe. Salut Aïcha. Donc Philippe, tu es entrepreneur depuis peu et si j'ai bien compris, tu as créé une chaîne YouTube afin d'inciter la diaspora africaine à investir au pays comme toi. Tu as pu le faire et étant abonné à ta chaîne, tu es tombé un jour sur un direct où tu révélais ton projet d'inculquer ce mode d'instruction à tes enfants. Tout à fait. Alors, à nouveau, pourquoi ce choix ? Bah écoute, alors déjà parce que je suis foncièrement attaché à la liberté et je pense que c'est le choix qui permet de pouvoir le mieux enfin d'après moi en tout cas, Ouais. le homeschooling est l'opportunité de pouvoir permettre à l'enfant de découvrir son potentiel et de pouvoir pleinement l'exprimer. D'accord. Ce qui n'est pas le cas à l'école qui a tendance à tuer l'individu et à formater tout le monde dans le même moule. À l'école, tout le monde doit faire la même chose de la même manière. Et pourtant, dans la vraie vie, les gens sont différents. L'espace de créativité n'est pas assez développé à l'école. Il est quasi inexistant. L'école tue la créativité d'ailleurs. Ok. Parce qu'à l'école, quand tu arrives et que tu veux faire quelque chose de différent des autres, on te reprend. Il faut que tu fasses comme les autres. Il faut que tu dises ce qu'on t'a appris. Il faut que tu recraches le contenu qu'on t'a appris. Donc en fait, ça c'est juste le contraire de la créativité justement. D'accord. Après le pourquoi, on peut se demander comment. Comment est-ce que cette école maison va s'organiser en pratique d'un point de vue logistique. Comment est-ce que vous allez dispenser vos cours, du coup ton épouse et toi, à la maison ? Bah alors en fait, il faut savoir que le homeschooling justement, c'est pas quelque chose qui vient de naître. Par exemple, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, c'est déjà très répandu. Ok. Donc il y a pas mal de programmes scolaires qui existent pour le homeschooling, comme des programmes scolaires qui existent pour l'école classique. Okay. Et même en France d'ailleurs aujourd'hui on a des pionniers dans le secteur du homeschooling qui sont là depuis pas mal d'années, qui travaillent. Et donc l'idée pour nous c'est de pouvoir nous rapprocher d'eux. On a commencé d'ailleurs pour pouvoir étudier les différents programmes qui existent et faire un choix sur ce qui nous semble le plus pertinent. Donc, ce sont des programmes différents. Bien sûr, ce sont des programmes différents, bien sûr. Et l'idée, c'est bien ça dans le homeschooling. C'est contrairement au système classique, un système qui finalement, entre guillemets, déresponsabilise un peu les parents et met tout entre les mains des enseignants et du ministère de l'Éducation. On estime que mon épouse et moi, on estime qu'on a fait des études et qu'on a un cerveau pour pouvoir réfléchir. Et qui nous permet de juger si un programme est pertinent ou pas, si ce qu'on va trouver dedans est intéressant ou pas pour un enfant. Et donc, à ce que le homeschooling propose, on va faire le même travail critique. On ne va pas forcément tout prendre parce que c'est du homeschooling. D'accord. On va juger ce qui est meilleur ou pas pour nos besoins. En somme, beaucoup de travail, quoi. Oui. Dans une école classique, les enseignants sont très débordés. Et on peut se demander comment, du coup, ça va se passer à deux. Donc, c'est une charge de travail qui est 2 fois plus lourde. Il faut du temps consacré à vos enfants pour l'école, du coup, et aussi pour les activités extérieures que tous les parents font en principe. Donc, le temps libre avec les enfants, passer avec les enfants, et le temps de l'école. Tout ce temps, comment est-ce que vous allez le dégager ? Bah en fait, tu vois, moi, j'aurais dit le temps de l'instruction. L'avantage avec le homeschooling, c'est que tu es en fait en instruction permanente. C'est-à-dire que
tu vois, par exemple, à l'école aujourd'hui, on dit que c'est aux parents de faire la continuité quand l'enfant rentre à la maison. Parce qu'effectivement, l'école, c'est limité et les parents ont le reste du temps avec l'enfant à la maison. Mais justement, l'avantage du homeschooling, c'est que finalement, tu as tout le temps. C'est-à-dire du lever de l'enfant le matin jusqu'à son coucher, tu es dans une phase d'instruction dans laquelle tu lui apprends plein de choses sur la vie. Tu lui apprends comment se tenir à table, tu lui apprends à poser des questions, tu lui apprends l'importance du respect, tu lui apprends l'importance de telle mathématique ou de tel élément biologique ou scientifique. Et ça, tu le lui apprends en permanence parce que finalement, indépendamment des phases de cours dans lesquelles tu vas pouvoir lui enseigner des choses, parce que tu enseignes beaucoup par le jeu, l'enfant apprend énormément par le jeu. Donc il y a pas mal de jeux instructifs que tu peux faire avec ton enfant. Il n'en demeure pas moins que vu que tu es dans une logique éducative en permanence, mais finalement toutes les expériences de la vie deviennent des moments dans lesquels tu peux communiquer des choses à ton enfant. D'accord. Mais bien évidemment, ça prend du temps, je suis d'accord. Ok. Donc c'est une pratique beaucoup plus répandue dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre ou les USA, notamment aussi le Canada. Pourquoi selon toi, et est-ce que tu penses qu'en France, ce mouvement peut se répandre de la même façon ? Je ne sais pas si ça peut se répandre de la même façon parce que c'est vrai que c'est déjà pas mal. Voilà, justement, là aussi, je suis un peu, comment je vais dire ça, un peu plus modéré parce qu'il y a quand même, entre les États-Unis et la France, un système très différent qui est... Alors c'est vrai qu'il y a un capitalisme très, très profond aux États-Unis qui entraîne que l'État participe très peu, pour ne pas dire quasiment de manière inexistante dans la gestion des familles. En France, c'est pas le cas. En France, l'État aide les familles et vous donne de l'argent tous les mois. Par exemple, des allocations, des aides, ce genre de choses. Par rapport à la vie éducation. Par exemple, il y a une pension rentrée pour les parents qui n'ont pas assez de moyens. Ça veut dire que l'État, quelque part, en aidant, maintient quand même dans une dépendance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui hésitent à pouvoir se lancer dans le homeschooling parce que ça voudrait dire que pour eux, ils n'auraient plus des aides de l'État. Aux États-Unis, cette question ne se pose pas. Puisque l'État ne t'aide pas, dès le départ, tu n'as pas cette accroche-là, cette attache qui fait que tu es redevable vis-à-vis de l'État de quoi que ce soit. Donc du coup, il y a un détachement beaucoup plus facile des parents qui peuvent décider d'aller vers un modèle comme celui-là. Comme nous, on a un système en France qui aide un peu plus, cette aide-là, quelque part, je pense qu'elle constitue un gros frein parce que justement, c'est très difficile pour des personnes qui ont besoin de cet argent-là de pouvoir cracher dessus. De toute façon, s'ils ont besoin de cet argent-là, ils ne pourront pas investir tout ce que vous pourrez, par exemple, investir dans ce mode d'éducation-là. Parce que le homeschooling coûte. Ça coûte du fait que tu as souvent un parent qui se sacrifie dans le sens où il ne va plus gagner de l'argent à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Et surtout quand on a une société dans laquelle aujourd'hui il faut 2 salaires très souvent pour vivre. Donc ça va entraîner... Il y a 2 possibilités. Soit l'autre partenaire gagne beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il gagne pour 2, ce qui est possible, bien évidemment, d'où l'entrepreneuriat. Ou alors, ça va entraîner que la famille va devoir réduire drastiquement son niveau de vie, qui est aussi une solution de pouvoir dire on ne va pas acheter 2 voitures, on va en acheter une. On ne va pas faire X, Y, Z vacances, on va plutôt se contenter de telles formules. Donc, on va changer notre mode de vie, on ne va plus acheter tel type de produit parce que ça coûte très cher. Voilà. Donc on peut s'adapter aussi, même si on n'a pas beaucoup d'argent, si on estime que l'éducation des enfants est prioritaire, et prendre sur soi le confort de vie qu'on pourrait avoir et le diminuer simplement pendant quelques temps. D'accord. Il faut dire aussi que ces pays ont peut-être un niveau de vie plus élevé, peut-être qu'en France, par exemple aux États-Unis, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, j'ai pas envie de lier ça à l'argent parce que y a des pays beaucoup plus pauvres que la France dans lesquels des parents peuvent être tentés de faire du homeschooling, comme en Afrique par exemple. Si on commence à dire que c'est parce que le pays est développé, ça peut mettre dans l'esprit des gens de se dire ok, comme nous on est pauvres ici, c'est pas quelque chose qui nous concerne. Si c'est pas en rapport directement avec l'argent, ça veut dire que toutes ces personnes en Afrique justement qui disent qu'elles n'ont pas les moyens de mettre leur enfant à l'école ont une fausse excuse puisqu'elles peuvent quand même leur enseigner à la maison. Justement. Si c'est pas une question d'argent. Justement, quand tu ne mets pas ton enfant, c'est ça le point, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les gens ne mettent pas leur enfant à l'école. C'est-à-dire, généralement quand l'enfant ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il ne reste pas à la maison à ne rien faire. Les parents l'envoient travailler pour gagner de l'argent. Et quelque part, on peut questionner des choses. Moi, ce sont des situations très complexes et c'est difficile d'avoir un avis tranché dessus. Mais je pense quand même qu'à bien des endroits, quand on fait un enfant, généralement, on réfléchit désormais plus pour soi mais pour lui. Qu'est-ce qui va être mieux pour lui dans tous les choix qu'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on va acheter une maison dans tel quartier? Parce qu'on va se poser la question par rapport aux enfants. Est-ce qu'ils vont trouver une bonne école? Est-ce qu'ils vont avoir des voisins autour? Est-ce qu'il y a des racailles ou ce genre de choses? Parce que désormais, les choix sont orientés par rapport au fait qu'on a un ou des enfants. Donc du coup, si on décide de faire du homeschooling, c'est bien évidemment pour mettre les enfants au cœur de la vie de famille et de considérer que l'investissement qu'on fait, parce que c'est un investissement qu'on est en train de faire va être rentable demain. D'accord. Au niveau de la sociabilité,
on doit te poser la question souvent, mais alors comment est-ce qu'on fait au-delà de sans l'école, puisque l'école, au-delà d'enseignement, sert aussi à se sociabiliser, à se faire des amis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement ? Ça, je crois que c'est l'un des pires mensonges qu'on véhicule avec l'école. C'est le côté de la sociabilisation. Parce que moi, je crois que l'endroit le plus violent qui existe pour un enfant, c'est l'école. C'est à l'école que les gens se battent, c'est à l'école que les gens s'insultent. Il y a des enfants qui ont la phobie de l'école parce que justement, il y a des camarades qui vont le menacer, qui vont l'insulter. Il ne veut pas retourner à l'école. Ouais. Et de manière dramatique, je ne connais pas beaucoup d'enfants qui se soient suicidés avec le homeschooling. J'en connais pas mal et on a plein de chroniques dans ce sens-là qui défraient, qui expliquent l'histoire d'enfants qui se sont suicidés à l'école, ou alors à cause de l'école et de la terreur qu'ils vivaient à l'école. Donc ça, ce sont des faits. Donc dire que l'école est un lieu de sociabilisation, c'est juste un gros mensonge. À l'école, il y a quasiment tout qui fait qu'on n'est pas dans un environnement sécurisé. Regarde par exemple, à l'école, quand l'enseignant pose une question, tu connais beaucoup d'enfants qui sont prompts à lever la main ? Non. Il y a comme la peur de lever la main parce qu'on a peur de mal répondre. Ouais. Et ça, je crois que c'est un signe de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu es dans un environnement de confiance, tu n'as pas peur de te tromper. Et généralement, les enfants à la maison, par exemple, n'ont pas peur de mal répondre. Parce qu'à la maison, c'est papa et maman. Papa et maman, ce sont les êtres qui nous aiment le plus au monde. Donc forcément, ce sera tout beau, tout rose. Mais la réalité de l'entreprise, parce que vu que tu es un entrepreneur, donc oui. On parle beaucoup d'entreprise, la réalité de l'entreprise, c'est pas ça en fait. C'est pas un monde de bisounours finalement. Quand tu vas arriver là-bas, est-ce qu'il ne sera pas encore deux fois plus isolé, du coup, deux fois plus toutes les entreprises désorientées vis-à-vis de ce qui va se passer? C'est oui, pas un monde de bisounours. Moi, je considérais comme un échec que mes enfants soient salariés parce qu'ils sont un peu contraints de le faire. Ah bon? Oui, j'aimerais que mes enfants aient la latitude. C'est pour ça que si tu veux, je veux qu'ils grandissent en voyant un entrepreneur à la maison. Ouais. Pour leur donner l'envie de l'entrepreneuriat. J'aimerais bien qu'ils soient entrepreneurs. Maintenant, ce choix va leur revenir. Mais j'aimerais que s'ils décident d'être salariés demain, ce soit par choix. Pas par obligation, par contrainte, ou parce qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres possibilités derrière. Et la deuxième chose, c'est que l'une des entreprises aujourd'hui qui est la mieux vue en termes de manière de traiter ses salariés, c'est Google. Je ne sais pas si tu sais comment les employés de Google travaillent, les conditions de travail chez Google, et ainsi de suite. Pareil pour Facebook. Voilà, ce sont des lieux un peu idylliques par rapport aux entreprises classiques dans lesquelles tu es dans ton box ou tu es dans un open space dans lequel tu es en prison. Quand tu te lèves, tout le monde te regarde, à quelle heure tu es arrivé, à quelle heure tu t'en vas. Des entreprises comme Google viennent de montrer qu'on peut travailler différemment. Mais il faut quand même rappeler que les créateurs de Google, ce sont des gens qui ont fait du homeschooling. D'accord. Et que finalement, des gens qui ont fait du homeschooling comme ceux-là ou comme beaucoup d'autres, ont apporté justement des modèles différents. Et moi, en faisant du homeschooling à la maison, j'espère que mes enfants demain contribueront à apporter des modèles différents au monde pour pouvoir enrichir un peu le monde dans lequel on est. Donc s'ils travaillent en étant salariés, pour toi, ils ne seront pas libres? Après, ce sera à eux alors, ce sera un échec de mon point de vue puisque je me serais battu pour leur inculquer d'autres choses. Mais je pense que fondamentalement, vu que je tiens à la liberté, ils seront libres de choisir le salariat ou pas. Mais je pense, par expérience, que je connais très peu de personnes qui ont goûté à l'entrepreneuriat qui un jour veulent redevenir salariés. Très peu. D'accord. Ok. En sachant que même quand ils gagnent beaucoup moins. Ouais, d'accord. J'avais demandé justement à l'entrepreneur quand j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, le fondateur d'Afrique Réa, je ne sais pas si tu connais cette plateforme, qui m'avait dit en parlant de l'entrepreneuriat qu'on peut être salarié et entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut être très performant dans ce qu'on fait et pas forcément avoir besoin, parce que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale, il faut le dire aussi, tout le monde n'est pas... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça, je sais pas, mais tout le monde n'est pas fait pour ça en tout cas. Je sais pas. J'ai une position beaucoup moins nuancée parce que je sais que les gens aiment bien dire que tout le monde... c'est pas forcément le thème, mais je sais que beaucoup de gens aiment dire que tout le monde n'est pas forcément fait pour ça, pour excuser ou pour justifier. Par rapport à tes enfants, oui, moi ça me... Parce qu'ils seront peut-être pas faits pour ça. Peut-être qu'ils seront beaucoup moins à l'aise que toi, tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être. Mais la vérité, c'est que je pense... Alors, tu as pris un très bon cas de figure. En Afrique, par exemple, plus de 70% des personnes sont entrepreneurs. Pourquoi? En Europe, c'est l'inverse. C'est plus de 90% des personnes sont salariées. Mais tu vois, je n'avais pas ce chiffre. J'aurais pas pensé ça. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, justement, la notion de CDI n'existe pas. Okay. C'est-à-dire que le travail est tellement précaire que tu sais que tu peux être renvoyé du jour au lendemain. Il n'y a pas de syndicat qui va se battre pour toi. Il n'y a pas de loi qui te protège. Donc forcément, même quand tu es dans un boulot, tu as toujours un peu cette peur au ventre de te dire à tout moment, je peux être chassé. Donc du coup, les personnes qui sont salariées, forcément, vont penser à faire des business à côté. Donc ils seront salariés, mais ils seront entrepreneurs parce qu'ils vont avoir un champ. Elle va avoir son salon de coiffure. Il va avoir son salon de couture. Donc, ils vont faire des trucs en parallèle qui vont être du domaine entrepreneurial pour se protéger des risques qu'il y a dans le salariat. Et moi, je pense que pour ce qui est de l'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre. Maintenant, je pense que le conditionnement que l'on a dans nos têtes joue énormément et fait que certains se disent « c'est pour moi, c'est pas pour moi ». Mais si tu es dans une position dans laquelle tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis « je suis pas fait pour être entrepreneur ». C'est marrant parce qu'en France, je pense qu'on est vraiment un pays salarié du coup, parce que du coup, les gens qui n'ont pas le choix et qui se retrouvent le couteau sous la gorge,
et ben, ils prennent un deuxième boulot en tant qu'employés aussi. Ils n'ont pas forcément cette envie d'entreprendre là. D'un point de vue purement administratif, quelles sont les démarches à faire au niveau de l'État et que faut-il comme qualification, s'il en faut une, pour pouvoir enseigner à ses enfants, ou est-ce que finalement tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire, il faut simplement envoyer un courrier à sa mairie, dans lequel on stipule que pour cette année académique là, on va être en charge personnellement de l'instruction de nos enfants. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, on ne demande pas une autorisation, on informe. Simplement, c'est très simple à faire. Maintenant, et puis bien évidemment, l'État a un droit de regard qui fait que l'État peut décider de faire une visite d'inspection, ce qui est normal. Hein. Mais bien sûr, l'État peut décider de venir faire une visite d'inspection pour voir comment ça se passe. Dans quelles conditions sont ces enfants-là. Et puis faire un petit test pour leur poser des questions. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils apprennent des choses? Voilà. Ce qui, à mon sens, c'est normal. Parce qu'effectivement. C'est rassurant, voilà. Ils ne sont pas laissés à l'abandon. Voilà. Maintenant. C'est une démarche qui n'est pas souvent entreprise, donc je pense que les mairies n'ont pas forcément souvent à le faire. Mais dans les textes, en tout cas, il est prévu que l'État puisse venir pour regarder comment ça se passe. D'accord. Homeschooling, mais jusqu'à quel âge? On peut aujourd'hui passer son diplôme de fin d'études secondaires en candidat libre, hein, c'est connu, en tout cas en France. Mais pour les études supérieures, alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que cet enfant qui a toujours travaillé à la maison avec ses parents ne sera pas totalement désorienté par ce changement, surtout que les études supérieures demandent en général une charge importante de travail? Alors, déjà, dans mon cas, je compte pas avoir un enfant. Et il faut bien comprendre que le meilleur endroit finalement dans lequel les gens qui ont fait du homeschooling sont épanouis, c'est l'université. Parce que l'université, normalement, c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de liberté. C'est un lieu de recherche, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, quand ils quittent le secondaire pour l'université, sont déphasés. Parce que ce n'est plus le prof qui vient et qui te crache tout au tableau et tu n'as qu'à copier et à le recracher à l'examen. Il y a un effort de réflexion, d'analyse qui est beaucoup plus poussé, dans lequel justement des enfants qui sont habitués à le faire depuis très petit sont forcément plus à l'aise. Donc bien sûr, tu ne vas pas faire du homeschooling jusqu'à la fac. Mais je pense qu'avec le niveau du bac déjà, c'est très bien. Pour pouvoir permettre à ton enfant par la suite d'intégrer une université dans laquelle il va pouvoir confronter à d'autres savoirs. Mais comme je dis, si tu as plusieurs enfants à la maison, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être à l'extérieur pour que tes enfants se battent. Je veux dire, des enfants à la maison, déjà, quand il y en a deux, déjà suffisant. C'est suffisant pour qu'ils se battent, pour qu'ils sociabilisent, pour que X, Y, Z. Très bien. Il faut avoir une bonne situation, on en parlait tout à l'heure quand même, hein, pour pouvoir se permettre de donner cette éducation. Parce que même pour dégager du temps libre, il faut pouvoir se permettre d'avoir du temps libre à dégager. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors c'est là où je trouve que le système français est très vicieux parce que c'est vrai qu'on a des aides de par l'État pour les familles qui n'ont pas assez de moyens, c'est-à-dire par exemple les aides de rentrée scolaire pour pouvoir permettre aux parents de pouvoir participer aux charges pour prendre en charge la scolarité des enfants. Oui, c'est clair que si tu décides de faire du homeschooling, tu n'auras aucune aide. Tu vas devoir toi-même te débrouiller et payer par toi-même tout ce qu'il y a à payer. Et c'est clair que si vous êtes deux parents qui sont au SMIC, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué que l'un de vous puisse partir et qu'avec un seul SMIC, vous puissiez vivre. Mais je pense que l'homme n'est jamais aussi ingénieux que quand il est poussé dans ses retranchements. Et si un parent a vraiment à cœur d'apporter la meilleure éducation possible à son enfant ou à ses enfants, et que pour cela, il considère qu'il doit se sacrifier et faire du homeschooling, je suis convaincu qu'il trouvera des moyens. Il trouvera des moyens de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de gagner de l'argent en parallèle de son travail. Ça peut être avec un deuxième job ou alors ça peut être avec des prestations que tu vas fournir. Il y a plein de sites aujourd'hui qui permettent de pouvoir mettre en avant des prestations qui peuvent te permettre de gagner un peu plus d'argent pour pouvoir y parvenir. Mais il faut que ce soit quelque chose d'important pour toi. Et si c'est important pour toi, tu trouveras les moyens. C'est ça, j'en suis convaincu. Le premier blocage, il est dans la tête. La question de l'argent ou des aides, ce sont parfois des fausses excuses. Ouais. Donc les enfants finalement qui vont à l'école classique ont un retard, c'est un déficit selon toi? Mais il est démontré que les enfants qui font du homeschooling sont beaucoup plus habiles en termes d'éducation. Ils apprennent à lire plus vite, à compter plus vite. Ils apprennent à tout faire plus vite, beaucoup plus vite. Pour l'une des raisons que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'un enseignant a face à lui 20 enfants. Là, il y a un adulte et 2 enfants. Donc il a beaucoup plus de temps pour corriger les lacunes de l'un et de l'autre. Pourtant, tu es entrepreneur aujourd'hui, tu es allé à l'école classique, il me semble. Oui, alors moi, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que je ne suis pas le produit de l'école. Et si je vais être transparent avec toi, je suis ingénieur de formation et je compte du bout du doigt le nombre de choses que j'ai apprises à l'école et qui me servent aujourd'hui dans mon boulot. Je ne sais pas pour toi, mais je sais. Voilà, donc il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il y a un lien entre l'école et la vie active. C'est très faux. C'est très faux. Peut-être dans les écoles de formation professionnelle dans lesquelles on leur apprend un métier directement, oui. Mais pour ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs dans lesquelles on t'apprend toutes les théories mathématiques comme moi ou physique,
Je suis désolé, mais Ah, quand tu fais pas la tu... même chose, hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on te bourre de travail pour t'habituer à encaisser de lourdes charges de travail, à faire des choses complexes. Et quand tu arrives en entreprise, tu as l'impression de t'amuser. Parce que clairement, les choses que je fais moi en entreprise, je pense que quelqu'un qui a un baccalauréat qui est intelligent peut les faire. D'accord. Et pourtant, on recrute un bac plus 5, on le paye plus ou moins grassement pour des choses qui ne nécessitent pas un bac plus 5. Mais c'est comme ça que les entreprises sont faites aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, apporter peut-être, je sais pas, un point en plus pour les gens qui nous écoutent, pour nos auditeurs? Mais moi, j'ai envie de dire simplement que je vais prendre un exemple qui peut choquer, mais bon, je vais essayer de clarifier pour que ce soit très simple. D'accord. C'est celui de la péridurale. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, pour l'accouchement en France, la péridurale est proposée aux dames pour pouvoir atténuer les douleurs. Et les statistiques sont très claires. Je crois que plus de 95%, je me rappelle, puis j'ai fait une étude là-dessus, Ouais. des femmes y ont accès, ont recours à la péridurale quand elles accouchent. D'accord. Et je connais même des femmes qui disent que pour elles, il est impossible, et c'est à ce stade que je vais arriver, il est impossible d'accoucher sans péridurale. Oui, effectivement. Juste que j'ai envie de leur rappeler qu'il y a quelques années, pas très loin, il y a 30 ans, la péridurale n'existait pas, et toutes les femmes accouchaient sans. Ça veut dire que pendant longtemps, les femmes ont fait preuve d'une bravoure exceptionnelle, parce que c'est très douloureux, parce qu'il n'y avait pas le choix. Le problème avec les solutions comme celle alternative, telle la péridurale, c'est qu'elles finissent par faire croire aux gens qui ne sont plus capables de choses. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, mais je dis juste que quand la péridurale finit par te faire croire que tu n'es plus capable de vivre sans elle, il y a un problème. Et pareil, quand tu m'as posé l'action tout à l'heure, justement au niveau de l'entrepreneuriat, mais je vais faire le lien avec le homeschooling. Quand les gens me disent, est-ce que je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat, je leur dis toujours, tu ne sais pas en fait. Parce que tu n'as pas été mis dans les conditions dans lesquelles tu as été poussé à bout pour voir où est-ce que tu es. Comme tu vis dans un système dans lequel tu as un certain confort, alors tu te contentes de ce confort et tu penses que tu as des limitations qui peut-être n'existent même pas. Mais c'est pareil pour le homeschooling en fait. Parce qu'on vit dans un système dans lequel on a institué l'école comme le moyen par excellence de réussite, parce que les ministres, les présidents et tous ceux qui nous gouvernent ont fait l'école classique, on pense donc que finalement pour réussir il faut passer par là. Alors la plupart des parents ont intégré que la voie par excellence. Tu as enseigné aussi, hein. Ben, Il y a des, ben, si, excuse-moi, il y a des parents, parce que je me base toujours sur l'école, c'est comme ça qu'on a grandi. Il y a des parents qui n'ont même pas le niveau CM2 pour te donner un niveau qui est. Comment. Là, tu parles d'autre chose, justement. Non, mais Même le parent qui n'a pas un niveau CM2, tu es d'accord que tout le monde attend de lui qu'il éduque son enfant. tout le monde n'a pas de bon sens. C'est une réalité. Alors oui, effectivement, là tu parles d'un sujet, un sujet différent, Non, mais mais je pense que cette catégorie de personnes-là, à moins que je me trompe, représente une minorité. C'est-à-dire que les gens qui manquent, comme tu dis, de bon sens. Mais moi, je ne le dirais pas comme ça, parce que je pense que même les parents qui n'ont pas assez d'argent, quand ils envoient justement leurs enfants à l'école, c'est parce qu'ils espèrent que l'école va permettre à leurs enfants de devenir quelqu'un. D'accord. Donc il y a vraiment ce souci de se dire l'école, même si je ne peux pas la faire moi-même, et je comprends que de manière technique, certains parents ne puissent pas même assurer cette éducation. C'est pourquoi d'ailleurs, si tu as bien suivi le live dans lequel je parlais du homeschooling, je disais qu'il y a une deuxième alternative à laquelle je suis en train de réfléchir avec des amis, c'est créer une école. Parce que, oui. C'est d'accord. créer une école Carrément. privée dans laquelle on va pouvoir, parce que justement quand tu crées une école privée et que tu n'as pas les subventions de l'État, toujours l'argent, hein, tu es libre de tes programmes. D'accord. Tu es libre d'enseigner ce que tu veux à peu près, bien évidemment avec du bon sens. Et donc ça veut dire que tu es libre de pouvoir déterminer les méthodes d'enseignement, libre de pouvoir déterminer finalement toutes les valeurs que tu veux véhiculer dans cette école-là. Et c'est un moyen de pouvoir décharger des parents, parce que si vous faites une école dans laquelle vous accueillez 100 enfants, je dis n'importe quoi, ça fait peut-être 40 ou 50 familles dans lesquelles les deux parents peuvent aller travailler, mais ils sont tranquilles de ce qu'ils ont mis leurs enfants dans un endroit dans lequel on va leur enseigner Ouais. ce qu'eux-mêmes auraient à peu près fait. Mais on revient quand même dans le cadre de l'école avec des enfants, avec les mêmes schémas qu'une école classique qui peuvent se reproduire. Ah non, Finalement. c'est pas l'école en soi, le bâtiment, auquel je reproche des choses. Pas du tout. C'est ce qu'on fait dans ce bâtiment. Il y a des systèmes comme le Montessori, qui est un système d'éducation que je trouve pas mal, qui est un système alternatif. Et il y a d'autres méthodes alternatives comme ça qui se sont créées justement pour venir pallier au manquement des failles du système éducatif national classique. Mais ce n'est pas le fait d'envoyer un enfant dans un établissement qui pose problème, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il va y faire. Si c'est pour l'abrutir, si c'est pour l'apprendre, si c'est pour lui apprendre à penser comme tout le monde et à voir la vie de la même manière que tout le monde, ça c'est pas intéressant. Si c'est pour lui apprendre à avoir un esprit critique, à découvrir ses potentialités, à croire en lui, à se battre, à être un battant dans la vie, ça je dis oui, ça je signe. Mais je trouve juste que l'éducation nationale justement n'est plus ce cadre-là.
simplement. D'accord. Très bien. Donc moi, si je comprends bien, c'est pour toi donner à tes enfants de mettre toutes les choses de leur côté, développer leur créativité au maximum et leur donner un maximum de liberté surtout. Si j'ai bien compris, c'est le mot qui revient assez souvent. C'est la liberté, mais la liberté pour... Alors, il faut que le parent oriente. Mais en fait, la finalité du homeschooling, pour moi, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de déterminer quels sont ses talents, ses atouts et de pouvoir s'épanouir dans ça, en fait. Parce que si tu veux, le principal reproche que je fais à l'école, c'est celui-là. C'est que l'école n'essaye pas de te... Peut-être, toi, aujourd'hui, tu fais des interviews, tu es peut-être doué pour ça, mais je suis quasi sûr que c'est pas l'école qui t'a aidé à faire ça. Voilà. Or, pour moi, l'école aurait dû contribuer à ça. L'école aurait dû remarquer depuis petite que Aïcha a une appétence pour ci, pour ça. Ouais. On va peut-être trouver le moyen de pouvoir l'orienter vers ça et pas la bourrer de mathématiques, de physique avec lesquelles elle n'en a rien à foutre en fait au final et qui ne vont pas l'aider plus tard dans sa vie parce que connaître la poussée d'Alchimède ou le théorème de Pythagore, ça ne m'aide pas aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, si on m'avait appris depuis le début comment créer une entreprise, comment XYZ, moi, ça m'aurait parlé. Parce que c'était quelque chose dans lequel j'avais une appétence naturelle. Et donc, si tu veux, c'est ça que je veux pouvoir mettre. C'est un système dans lequel l'enfant découvre ce dans quoi, finalement, il a une appétence naturelle, différente des autres. On est tous différents. Oui. Et on a des appétences différentes. Et le but du homeschooling, c'est de permettre à l'enfant de découvrir son appétence pour la musique, pour le chant, pour l'art, pour le sport, pour la danse, pour tout ce que tu veux. Et de pouvoir l'encourager dedans. Après, je pense aussi que le nombre de personnes dans les écoles classiques fait aussi que les enseignants n'ont pas forcément la chance de pouvoir faire du cas par cas, effectivement, ce que vous pourrez faire à la maison plus facilement. Moi, j'ai une amie qui est institutrice et elle nous a dit, pour que tu vois jusqu'où ça va loin, elle nous a dit, je ne peux pas prendre le temps d'expliquer les choses aux enfants comme il faut parce que j'ai mon directeur qui me dit que j'ai un programme à terminer. D'accord. Ça veut dire que si en fin d'année je n'ai pas terminé mon programme, c'est moi qu'on me blâme. Donc qu'est-ce que je fais? J'avance. D'accord. Bah, très bien. Voilà. Ok. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est vrai qu'à l'école aussi, on a parfois honte quand on est enfant de poser des questions. On a parfois honte de ralentir, peur de ralentir les autres, ou alors peur que simplement de ralentir la maîtresse ou l'instituteur, le professeur, ou de ne pas être à la hauteur et que les autres le voient en fait. Donc c'est vrai que... Mais d'où vient cette peur? Pourquoi est-ce que l'une des questions les plus posées à l'école quand un prof enseigne quelque chose, c'est « Monsieur, est-ce que ça va venir à l'examen ça ?» Non mais oui. Parce que les gens sont là pour les notes. C'est comme l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais en voyageant et en regardant des films en anglais. Mais j'étais très forte par contre à l'école en anglais aussi. Par contre, tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai complètement oublié en sortant. J'apprenais ce qu'il fallait parce que je savais ce qu'elle allait me demander l'institutrice. Et donc, c'est vrai qu'on est un petit peu devenus des machines. Et dans mon cas, ça m'a servi à rien du tout car j'ai tout oublié en sortant de l'école. Mais en ce sens-là, je pense que c'est plutôt une bonne alternative qui demande quand même du temps et un certain coût quand même. Donc un investissement en somme. Donc bon. En tout cas, je te remercie Philippe. Je rappelle quand même qu'en France, l'instruction des enfants est obligatoire et doit être assurée de préférence, donc c'est pas une obligation, au sein d'un établissement scolaire. Elle peut cependant être réalisée dans la famille par choix ou quand l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement. Donc c'est possible, c'est pas interdit et c'est une préférence, mais c'est pas une obligation. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, ce n'est pas interdit dans ce pays. Merci beaucoup Philippe, d'avoir partagé avec nous tes connaissances sur ce sujet. J'espère qu'on aura l'occasion d'interroger à nouveau dans quelques années quand je l'aurai mis en pratique. Et, oui, voilà, on se reverra, oui. Peut-être qu'on aura changé d'avis. Hein. J'espère pas quand même, mais bon, vu comment tu es convaincu, je pense que... Non, on va essayer. On va essayer. Tu nous diras comment ça se passe. Voilà, notre émission touche à sa fin, j'ai du mal. Et voilà, cette première interview vient de se passer. Je vous propose, pour écouter ces propos et peut-être aussi, si vous le souhaitez, apporter une réflexion critique et un regard critique sur toutes les choses que vous avez pu entendre, je vous propose d'écouter une chanson qui parle d'école au sens très large. C'est une très vieille chanson de quand moi-même j'étais encore à l'école, du groupe IAM. En fait, c'est l'école du micro d'argent. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bonjour l'univers, bonjour le monde. Vous êtes encore et toujours sur RBS 91.9 pour votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous parlons du homeschooling. Même après cette chanson de IAM qui ne parle pas d'une vraie école ni d'une vraie école à la maison, oui, je vous avais un peu prévenu au début, mais vous m'excuserez bien, vous savez très bien
comme moi que IAM c'est aussi IAM a fait école en matière de rap. IAM c'est on va dire en France c'est un peu la base. Voilà. Mais du coup, pour continuer à parler du homeschooling, nous avons aussi interviewé un papa et ses enfants, parce que la parole, quand il s'agit de parler de l'école, il semble aussi important de donner la parole aux enfants qu'aux parents, parce que les enfants ont des choses à dire sur l'école, sur la façon dont on leur apprend les choses, et on peut aussi peut-être un moment se dire que les enfants ils ont le droit de choisir comment ils vont à l'école, où ils vont à l'école et avec qui et pourquoi. Voilà. Donc du coup là on a l'interview de Sébastien Loumalo et Léo Pan que je vous engage à écouter tout de suite. Je suis avec Sébastien Loumalo et Léo Pan. Vous faites l'école à la maison. Comment est-ce que vos journées sont organisées ? Le matin, on a 1 heure d'école. Après, le reste de la journée, on peut jouer. En général, c'est comme ça. Et vous jouez à ce que vous voulez exactement ou c'est papa qui choisit ce à quoi vous jouez ? On joue à ce qu'on veut. Du coup, 1 heure d'école, c'est quoi exactement ? Alors du coup, on a 1 heure où on travaille plus spécifiquement le français et les maths, pour qu'ils aient quand même un niveau qui correspond un petit peu à l'attendu de l'éducation nationale. Le reste de la journée, du coup, c'est du jeu libre ou de l'activité libre, avec des moments où on va être en sortie ou à la piscine, au parc. Du coup, c'est ce qu'ils veulent et puis c'est ce qu'ils choisissent. Mais il y a quand même pas mal d'incitations à côté de ça à vivre d'autres choses et puis à aller découvrir la ville, des morceaux de la ville, des jeux d'extérieur ou autre. Est-ce qu'il y a une contrainte au niveau de l'éducation nationale pour veiller au niveau ? Est-ce qu'il y a une inspection ? Est-ce qu'il y a des choses, une déclaration spécifique à faire pour faire du homeschooling ? Alors, il y a une déclaration à faire à la rentrée auprès de la mairie et de l'éducation nationale. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de grille de suivi année par année du niveau scolaire des enfants. Il y a juste une attention, donc il y a une inspection dans l'année pour veiller au fait que les enfants ont bien des apprentissages, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste livrés à eux-mêmes sans aucun apport, sans aucun apprentissage. Donc les enfants, ils apprennent des choses. Il n'y a pas par contre d'attendu de niveau scolaire au niveau de l'inspection. Il y a juste une vérification quand les enfants font ça depuis plusieurs années, qu'il y a bien une évolution du niveau avec des attendus par contre à la fin du cycle. C'est-à-dire de dire, quand les enfants ont... alors, j'ai plus en tête les évaluations exactement, mais en gros, à la fin du CM2, il y a un attendu que les enfants aient une série d'apprentissage. Mais ça peut se tailler différemment, c'est-à-dire qu'un enfant qui va être en école à la maison jusqu'à 16 ans, il y aura un suivi au fur et à mesure de comment est-ce qu'il apprend à lire, à écrire, à compter, à découvrir l'histoire, la science, etc. Et du coup, l'inspection se passe avec des outils des conseillères pédagogiques ou des conseillers pédagogiques qui sont sur place et qui ont différents outils de différents niveaux scolaires pour pouvoir mesurer où en est l'enfant, ses apprentissages par rapport à des outils de l'éducation nationale. Mais il n'y a pas de contrôle, en tout cas pas de demande d'un savoir ou d'un savoir-faire à un âge précis. Il y a juste une vérification que les enfants apprennent. D'ailleurs, peut-être vous pouvez raconter comment s'est passée l'inspection quand c'était chez maman. Vous vous souvenez ? Il y a 2 femmes qui sont venues, qui ont travaillé avec nous, qui ont revu des choses du passé pour voir si on arrivait bien si on comprenait les maths et tout ça. Et voilà. Et elles ont dit quoi du coup ? Elles ont dit que c'était bien, il y avait juste un petit peu de rattrapage à faire. Toi, Léopin, c'était comment ? Moi, c'était bien. Elle m'a fait des petits trucs à lire. Et elle m'a... À la fin, elle m'a lu une petite histoire. Et j'ai lu des morceaux des petits morceaux de l'histoire. Là, l'inspection était spécifique quand on l'a faite, puisqu'il y a le projet que les enfants retournent à l'éducation traditionnelle. Et du coup, on l'a fait vraiment avec une optique de mesurer l'attendu scolaire de l'année en cours, pour voir qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour pouvoir orienter les institutrices et les instituteurs l'année suivante.
sur l'accompagnement individuel s'il y avait besoin. Du coup, c'était une inspection un peu spécifique puisqu'il y avait la question de la reprise d'un cursus standard. Mais autrement, il n'y a pas cet attendu, il n'y a pas cette question de les points à rattraper ou autre. Il y a juste, entre autres, une vigilance au fait que l'enfant puisse maîtriser ses apprentissages et qu'il puisse voir où est-ce qu'il en est. C'est-à-dire quels sont les outils qui font que l'enfant il peut voir les progrès qu'il a fait, etc. Mais voilà. Donc vous avez tous les deux appris à lire. Oui. Vous lisez quoi du coup? À l'école? Oui, même de manière générale. À l'école et à la maison. On lit des textes d'histoire. Des fois, on doit répondre à des questions. On doit écrire, par exemple, Pierre, il se sentait fatigué. Voilà. Et c'est bon. Moi, on doit lire des petits textes. Voilà. Et après, il y a des questions et les réponses sont dans le texte. Et à la maison, ma mère et mon père me faisaient lire des trucs. Des histoires? Ouais. Du coup, en tant que parent, est-ce qu'on demande des prérequis aux parents pour ces apprentissages à la maison, arriver à un certain niveau? Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de contrôle des prérequis. Après, un petit conseil. Ouais, c'est bien d'avoir une pratique pédagogique et une réflexion pédagogique. Il y a plein de blogs de parents qui font de l'école à la maison. Il y a des blogs qui sont de très très bonne qualité avec vraiment des ressources qui sont très très pertinentes, du matériel qui a été travaillé et une réflexion derrière où on sent qu'il y a une grande énergie qui a été passée par les parents là-dessus. D'autres blogs où c'est plus, je vais pas dire amateur, mais il y a plein de choses où quand on lit la pratique ou autre, on a des fois de la reproduction de choses qui sont faites à l'école et du coup c'est pour faire comme à l'école mais à la maison c'est un petit peu triste. Ou des fois des outils qui n'ont pas été réfléchis vraiment sur leur pertinence, leur utilité ou autre, des textes où la difficulté n'est pas forcément décomposée facilement. C'est un vrai apprentissage avec leur maman qui était formée à la pédagogie Montessori. Il y a un vrai travail de dire à chaque exercice sa difficulté. Et du coup, quand on travaille sur des phonèmes, on travaille sur certains phonèmes, pas sur tous en même temps, pour que l'enfant puisse avancer à son rythme. Et ça veut dire d'avoir une habitude pour pouvoir détecter quel est le texte ou quel est l'exercice qui va être vraiment adapté. Ça fait plusieurs fois qu'on s'agace beaucoup avec Léopan aussi parce que c'était trop difficile. Et du coup, dire là, peut-être que l'exercice il est un peu trop dur, il faut le repenser différemment. Et ça arrive particulièrement quand on n'avait pas le temps de préparer vraiment le travail et puis qu'on prenait un petit truc comme ça à faire un peu en vitesse. Et où en fait, c'était un peu à côté de la plaque, c'était du coup des frictions, c'était des fois désagréable. Et à chaque fois qu'on prenait le temps de dire, en fait, on va juste reprendre ce qu'on sait faire pédagogiquement pour avoir un outil qui soit adapté. Et à ces moments-là, ça fonctionnait vraiment bien. Mais ça veut dire que c'est pas aléatoire, c'est pas du hasard, c'est pas juste on met l'enfant avec un livre et puis il va apprendre à lire tout seul. Il y a une vraie approche et un vrai travail d'observation, de méthode, de pratique. Et du coup, il n'y a pas de contrôle a priori, mais je pense que c'est important d'avoir des ressources pédagogiques et d'avoir une réflexion pédagogique avant de commencer. Peut-être tu peux raconter quand c'était trop dur, Léopold. Non? Du coup, quels sont les avantages et les désavantages de l'école à la maison? Vous pouvez le dire aussi vous. Du coup, on a plus de temps libre, déjà. Et ce que j'aime pas trop, moi, c'est qu'il n'y a pas de copains, on peut pas se faire des copains et il n'y a pas plein d'enfants réunis. Voilà. Moi, c'est un peu pareil. Et voilà. Et c'est pareil. Et du coup, là, il y avait un projet de retour à l'école. Donc là, cette année, vous êtes à l'école? Vous êtes encore à la maison? On est à l'école Saint-Thomas, on n'est plus à la maison. Et du coup, alors, vous avez fait 3 écoles différentes. Vous avez fait une école Montessori, puis l'école à la maison, et maintenant l'école Saint-Thomas.
C'est quoi les différences? Qu'est-ce qui vous a plu à chaque fois? Qu'est-ce qui vous a pas plu à chaque fois? En fait, l'école Montessori, c'était bien. C'était pas... Voilà. C'était plutôt bien. Pourquoi? Parce que il y avait une salle de jeu. C'était plutôt cool. À l'école à la maison, un peu moins, parce que même si on faisait moins d'école, parce que on pouvait pas se faire des copains, c'était quand même, voilà. Et à l'école de Saint-Thomas, ça va un peu mieux, voilà. Toi, Lumalo? Et à l'école Montessori, j'aimais bien aussi parce que on avait un petit peu moins de temps de travail. Il y avait beaucoup moins d'élèves dans ma classe. Du coup, il y avait beaucoup moins de règles. Et après, à l'école à la maison, j'aimais pas trop, mais c'est quand même bien. Et après, quand on est allé à l'école Saint-Thomas, ça fait un changement, ça fait bizarre pour le premier jour. Après, le deuxième jour, un petit peu aussi, et après, ça va mieux. Et c'était quoi les changements importants que tu as remarqués en arrivant à l'école Saint-Thomas? On travaillait déjà beaucoup plus. Et il y avait moins de, par exemple, qu'on aille en géographie ou en sport, ou voilà. Il y avait moins de ça. Oui, moi aussi. Et le fait d'être plus assis, on était habitué à être beaucoup debout parce que l'école à la maison c'est qu'1 heure et l'école Montessori, moi je pouvais me lever souvent, voilà, et du coup le fait d'être assis longtemps et de travailler un peu plus, voilà, ça change un peu des autres écoles. Bon là ça fait même pas un mois, on en reparlera peut-être encore fin d'année, pour voir vraiment s'il y a encore d'autres choses différentes que vous avez pu remarquer. Du coup, pourquoi choisir l'école à la maison? Ça a pas été, on n'a pas eu beaucoup le choix en fait. C'était un choix par défaut parce que l'école Montessori où ils étaient, il y a eu des soucis de fonctionnement. Du coup, elle a fermé pendant un temps. Après, ils ont changé de locaux et ça fonctionnait pas. Enfin, c'était plus ce qu'on attendait d'un lieu où les enfants pouvaient être plus en liberté, avoir de l'espace et de la place pour travailler. C'était plus confiné dans une salle, donc on s'est dit on va arrêter. Et du coup, et puis aussi leur maman qui reprenait une formation l'année d'après et qui était du coup moins disponible pour pouvoir avoir du temps à côté. Du coup, on a fait le choix de les sortir du système alternatif pour les faire rentrer dans le système traditionnel en se disant qu'on a donné 1 année pour remettre un petit peu le niveau scolaire à l'attendu de l'éducation nationale, puisque en école Montessori, il n'y a pas de suivi des programmes comme on l'entend en école traditionnelle, c'est-à-dire que les enfants avancent à leur rythme en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Alors, les enfants ne sont pas à l'abandon, puisque un enfant qui a du mal en maths, il y aura un travail approfondi puis un accompagnement pour le faire avancer là-dessus. Mais quand même, ça peut aux enfants qui ont du plaisir à faire du français ou des maths ou de la géographie de pouvoir vraiment approfondir. Et du coup, le niveau n'est pas le même qu'un niveau scolaire traditionnel. Donc on a dit, on va faire 1 année d'école à la maison pour qu'ils retrouvent à peu près le niveau attendu à l'école et puis ensuite les faire passer en système traditionnel. Et donc c'est le choix qu'on a fait. C'était assez difficile. L'école à la maison dans une grande ville, je pense que c'est pas du tout pertinent. Parce que l'environnement est très aseptisé, très très pauvre. Il n'y a pas quelque chose où on peut juste dire on va partir découvrir la nature et puis étudier les arbres, les animaux, faire un affi au castor un matin puisqu'on est réveillé tôt. Il n'y a pas des choses comme ça qu'on peut faire puisqu'on est en ville et du coup tout est aseptisé, la nature est très pauvre, il y a très peu de choses à observer vraiment, il n'y a pas d'immersion à part la découverte du milieu urbain, mais c'est quand même pas très très riche. Du coup, c'est intéressant pour aller de temps en temps à la piscine, pour aller dans des parcs, pour aller au musée, au ciné ou autre, mais ça reste quand même vraiment pauvre comme environnement. Ça, plus la difficulté de devoir gérer la maison avec les enfants qui sont là tout le temps, et du coup, ça aussi c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de moment de pause pour pouvoir faire du rangement, des courses, il y a tout le temps du monde, et donc c'est une façon de s'organiser qui est aussi particulière.
Et il n'y a pas ce truc d'avoir un jardin et de pouvoir juste dire les enfants, vous allez jouer dehors et puis vous faites 1 heure ou 2 heures à jouer en forêt ou à jouer dans le village ou à profiter du dehors. C'est vraiment tout de suite plus compliqué quand on est en ville. Ça, plus le fait que c'est une vraie organisation pour que les enfants puissent avoir des copains, puisque leurs copains de classe étaient encore en classe en fait l'année où ils étaient à la maison. Ce qui veut dire qu'il fallait gérer sur les mercredis après-midi, sur les week-ends pour pouvoir voir des copains et des copines. Ou essayer de trouver d'autres parents qui sont aussi sur un modèle d'école à la maison, mais qui n'ont pas forcément la même tranche d'âge, ni pas forcément le même centre d'intérêt, et où du coup c'est complexe de s'organiser. Et c'est vrai que c'était un petit peu pauvre en termes de relations et puis en termes de contact avec d'autres enfants. C'était plutôt profiter de chaque week-end pour essayer de voir du monde, mais ça reste beaucoup de jours de la semaine où en fait il y a peu de contact avec d'autres enfants. Y compris dans les parcs. Ouais, y compris dans les parcs, parce que les parcs ils sont habités le soir à partir de 16h30 quand les enfants sortent de l'école, mais la journée ça va être des enfants en bas âge avec des nounous qui s'en occupent, ou d'autres enfants qui sont aussi en école à la maison, mais ça fait pas beaucoup de monde en vérité. Et du coup c'est très pauvre sur ce volet-là, d'avoir des relations avec d'autres enfants. En vrai, je pense que l'idéal, c'est de pouvoir avoir un système d'organisation qui fait qu'on peut partir 15 jours en vacances. Enfin, de dire, on prend le train, on prend les vélos et puis on part pendant 2 semaines avec une tente. Là, ça fonctionne. Là, on est sur quelque chose où, pour le faire, l'école, ça marche pas. Parce que le rythme de l'école, on le voit cette année, c'est qu'il y a moins le temps d'aller à la piscine, il y a moins le temps d'aller au parc, il y a moins le temps de jouer, il y a moins le temps de découvrir, de partir en week-end ou de partir 3-4 jours comme ça avec un sac à dos ou à la campagne. C'est beaucoup plus contraint. Il y a les devoirs, il y a les week-ends qui sont très courts avec beaucoup de fatigue. Mais je pense que vraiment un projet d'école à la maison, il faut pouvoir se dire, là on va partir 3 semaines dans un camping à découvrir des choses. Et ça veut dire qu'il faut être sur une organisation où on puisse tout lâcher pendant 3 semaines à s'occuper que des enfants. Il ne faut pas avoir à côté de ça encore des réunions, d'activités, une vie, bref, ça veut dire qu'il faut être entièrement mobilisé sur les enfants. C'est un peu un système où les enfants deviennent le centre de l'organisation de la journée. J'ai une dernière question, parce que là tout à l'heure, à chaque fois que vous parliez de l'école, vous disiez quand on apprend, on travaille. Est-ce que apprendre, c'est toujours travailler? On va peut-être demander d'abord à Sébastien, puis après vous deux, si vous avez des choses à dire dessus aussi. Ça dépend de comment on définit le travail. À partir du moment où le travail, c'est une activité, et même faire des Legos, et c'est considéré comme aussi une forme de travail, ça fonctionne. Si le travail, c'est que la souffrance et la répétition, c'est sûr que c'est très très différent. Là, on a appris à bosser sur l'engrenage avec des Legos. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre où on n'est pas en train de travailler en tant que tel. Et en même temps, ça dépend de comment on définit le travail. Si c'est l'activité, ça fonctionne. On peut faire du jardinage et puis dire qu'on a travaillé. Sinon, on est sur juste souffrir et aligner des chiffres sur une feuille de papier. Alors, pour vous, c'est quoi travailler? Est-ce que vous apprenez que en travaillant? Non. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Seb. C'est un petit peu ça. Aussi de sortir, on peut apprendre à faire plein d'autres choses en faisant plein d'autres choses. Et aussi, moi aussi, je suis d'accord avec Sébastien. Et aussi parce que quand on joue à d'autres choses, on est habitué à être avec d'autres enfants, à jouer avec eux. Et aussi, quand on est dans les parcs, on a la possibilité d'essayer de grimper une échelle, de glisser un toboggan si on n'arrive pas. Voilà, on a la possibilité de faire plein de trucs qu'on ne peut pas faire quand on est à l'école et voilà. D'accord. Du coup, j'ai une dernière question. Vous êtes en quelle classe maintenant? Moi, je suis en CM1. Je suis passée en CM1. Et toi? CE2. Léopold en CE2 et le melon en CM. Eh bien, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Nous essaierons d'y répondre, mais vous pouvez aussi nous parler de ce que vous avez pensé de cette émission d'aujourd'hui, est-ce que vous feriez du homeschooling avec vos enfants à la maison,
ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire un petit tour sur notre page Facebook. Et là, il est l'heure de rendre les micros et de vous dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs. Et tout de suite, la place est donnée à Africa Move. Merci.